Bonjour à tous et à toutes. Je sais que vous n'êtes pas là pour apprendre à piloter un avion solaire, mais je pense que vous avez tous, quelque part au fond de votre cœur ou à la surface de votre esprit, un désir de grand large, un désir d'évasion, que ce soit sur le fond d'un océan, sur un nuage, sur une étoile, ou peut-être dans un nouveau projet, dans un nouveau futur, une manière de rendre notre monde plus compatible avec la qualité de vie dont on a besoin. Et pour ça, il faut mettre en œuvre ce que beaucoup de gens considèrent comme étant impossible. Les rêves, pour les réaliser, sont souvent en face de gens qui ont gardé leur rigidité, leur certitude, leurs habitudes. Et je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi que quand on parle d'un grand rêve, qu'on parle d'un grand projet, très souvent on nous dit c'est impossible avant d'en savoir plus. Et quand on demande pourquoi c'est impossible, on obtient la réponse la plus stupide qu'on puisse jamais recevoir. La réponse est parce que personne ne l'a déjà fait. Et ça, c'est la chose la plus bête qu'on puisse entendre parce que c'est précisément parce que personne ne l'a déjà fait qu'il faut essayer, sinon ça restera toujours impossible. Mais comment est-ce qu'on fait pour rendre cet impossible possible ? Comment est-ce qu'on fait pour passer de cette étincelle qu'on a dans le cœur à une réalité concrète? Et je crois que la première chose à comprendre, c'est que l'impossible n'est pas dans la réalité, l'impossible est dans notre manière de penser. Ce qui veut dire que c'est notre manière de penser qui doit être changée. On nous apprend à l'école des axiomes, des paradigmes, des dogmes, des certitudes, et on croit qu'on va pouvoir construire avec ça, alors qu'en fait, c'est une prison qui nous empêche d'avancer. Donc en fait, la première chose à faire si on veut concrétiser des rêves, c'est d'être suffisamment honnête pour voir ce qui, dans notre manière de penser, nous empêche d'être plus créatifs et nous empêche d'être plus performants. Et je vais vous donner quelques exemples. Quand le père de mon grand-père a installé le premier téléphone en Suisse, il était professeur d'université à Bâle. Il a invité tous ses collègues, il a fait une démonstration. Il a tourné la manivelle et il a appelé sa femme pour dire qu'il serait en retard pour déjeuner. Alors ça, c'était pas nouveau, mais la manière d'avertir était nouvelle. Et tous ses collègues, qui étaient tous des professeurs d'université renommés, lui ont dit « c'est très joli, mais ça n'a aucun avenir ». Pourquoi ? Ce qui est intéressant, c'est pourquoi. À l'époque, le paradigme, la manière de penser, c'était que si on voulait utiliser un téléphone, il fallait un câble entre celui qui appelait et celui qui était appelé. Ce qui veut dire, pour populariser le téléphone, qu'il faudrait un câble entre chaque maison du monde et chaque autre maison du monde. Même des maisons de gens qu'on ne connaît pas encore, parce que peut-être qu'un jour, on devra les appeler. Ça fait des milliards de milliards de milliards de câbles. On verrait même pas le ciel tellement il y a de câbles. Donc c'est évident que ce n'est pas possible. Quel a été le changement de paradigme qui a rendu le téléphone possible ? Et c'est la centrale téléphonique qui a fait qu'on pouvait tirer un seul câble depuis chaque maison et on avait ensuite quelqu'un qui connectait les gens qui voulaient se parler. D'autres exemples qui sont assez éloquents aussi dans l'histoire du XXe siècle. La marche sur la Lune, la montée à l'Everest, le premier avion. Ce n'est pas des nouvelles idées, c'est des rêves de l'humanité pendant des millénaires. Alors, qu'est-ce qui a fait que tout à coup, au XXe siècle, ça a été rendu possible ? Alors, certains vont dire par l'évolution technologique. Alors, pour la Lune, oui, mais seulement pour la Lune, pas pour le reste. Cet avion-là, ce n'est pas de la technologie, c'est de la toile tendue sur des baguettes de bois. Ce qui veut dire que les Égyptiens auraient pu voler du sommet de leur pyramide il y a 5000 ans. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait ? Ils ne l'ont pas fait parce que c'était interdit par la mythologie. Il n'y avait que les dieux qui avaient le droit de voler et les oiseaux qui étaient les animaux sacrés et divins. Quand Léonard de Vinci, au moment de la Renaissance, a construit des avions qui auraient pu permettre à un être humain de voler, il n'a pas été assez fou pour voler lui-même. Ce n'était pas de s'écraser qu'il avait peur, c'était de l'Inquisition qui l'aurait torturé et brûlé pour hérésie. Les Népalais, les Tibétains, la même chose, ils voyaient l'Everest pendant des millénaires, mais il était interdit de profaner la montagne. Alors qu'est-ce qui s'est passé au début du XXe siècle ? Il s'est passé que des explorateurs ont décidé de casser les règles. Et les explorateurs, c'est ça. C'est des gens qui cassent les règles parce qu'ils sont insatisfaits de ce qu'ils ont.
Un explorateur, c'est quelqu'un qui veut autre chose, qui veut plus, qui veut différemment, qui veut plus loin, qui veut plus haut, mais qui ne veut pas le statu quo. L'explorateur, il refuse le statu quo. Ce qui veut dire qu'en 66 ans, ce qui est très très court dans l'histoire de l'humanité, vous avez le premier avion, le pôle Nord, le pôle Sud, l'Everest, la fosse des Mariannes et la Lune. Ce qui montre quoi? Ce qui montre que l'innovation ne vient pas quand vous avez une nouvelle idée. L'innovation, elle vient quand vous jetez par-dessus bord une vieille certitude. Et là, vous avez l'esprit et le cœur suffisamment vides pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Et vous allez voir que quand on va parler un peu plus dans le courant de cette conférence et de la table ronde suivante de mobilité électrique, d'aviation du futur, d'aviation propre, eh bien c'est exactement ça. Plus vous êtes plein de certitudes et plus vous allez dire que c'est impossible. Mais si vous laissez partir toutes ces habitudes, ces dogmes et ces paradigmes, eh bien tout à coup vous allez voir que c'est à portée de main. Quand j'ai voulu faire le tour du monde en ballon, c'était exactement la même chose. Tous les spécialistes m'ont dit, on voit que tu es un débutant dans le ballon, parce que sinon, tu saurais que c'est impossible. Je leur ai dit, c'est impossible, pourquoi? Ils m'ont dit, mais parce que le ballon qui a volé le plus longtemps dans l'histoire a volé 6 jours. C'est un ballon à gaz. Et la montgolfière qui a volé le plus longtemps a volé 2 jours. Donc tu ne peux pas faire 3 semaines de vol, puisque c'est le temps qu'il faut pour que le vent fasse le tour. OK, qu'à cela ne tienne, on a combiné les deux, combiné le ballon à gaz et le ballon à air chaud, ce qui veut dire qu'on avait en haut un ballon rempli d'hélium et en bas une montgolfière qui chauffait l'hélium avec des brûleurs à propane. Ça nous a permis de changer de paradigme technologique, ça nous a permis de faire le plus long vol dans l'histoire de l'aviation, c'est 45 000 km sans escale, 20 jours de vol, mais c'était le maximum de ce que ce nouveau paradigme permettait de faire, parce que sur les 3700 kg de propane liquide du départ, il restait 40 kg dans la dernière bouteille. Donc quand on dit « the sky is the limit », c'est complètement faux, ce n'est pas le sky qui est the limit, c'est « the fuel is the limit ». C'est le carburant qui est la limite. Et si vous voulez aller plus loin, si vous voulez faire davantage, c'est évident qu'il faut éliminer le carburant qui vous limite comme la laisse autour de la niche d'un chien. Donc, le rêve suivant, c'était évidemment d'essayer de voler sans carburant. Comment est-ce que c'est possible? Vous pouvez avoir un avion avec des panneaux solaires, un avion qui transforme l'énergie du soleil en électricité pour alimenter des moteurs électriques, charger des batteries, voler sur les batteries de nuit, et si vous atteignez le nouveau lever de soleil et que vous avez fait un cycle, vous pouvez faire autant de cycles que vous voulez et vous pouvez rester perpétuellement en vol, en tout cas en théorie. Alors ça, c'est un autre changement de paradigme aussi, c'est se dire que le soleil est utilisable même quand il n'y en a pas. Alors, sur cette base-là, j'ai reçu d'un artiste une vision informatisée de ce que pourrait être Solar Impulse. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où j'ai reçu cette image et le moment où nous avons réussi? Et ça, j'aimerais partager ces étapes avec vous parce que je pense que quel que soit le projet dans lequel on est embarqué, c'est des expériences qui peuvent être mises en pratique et qui peuvent être utiles. La première chose, c'est de ne pas attendre que tout le monde vous soutienne pour commencer, parce que sinon vous ne commencerez jamais. Il faut que la majorité des gens vous disent que c'est impossible et que vous êtes fou. Parce que ça veut dire au moins que votre projet est assez ambitieux. Dans mon cas, cette crédibilité elle est venue de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, l'EPFL, qui était en train de vivre un turnaround extrêmement intéressant. Il passait d'une université qui construisait des ponts et des tunnels à une université des sciences de la vie. Et ce projet avait été initié, enfin ce turnaround avait été initié par un nouveau président qui était médecin. Un médecin pour diriger des ingénieurs. Voilà aussi un changement de paradigme qui a permis de faire d'une université de banlieue une des plus grandes universités du monde. Et comme il s'agissait de travailler en transdisciplinaire entre tous les laboratoires, le président et le vice-président m'ont dit on va utiliser tous les labos ensemble pour faire cette étude. C'est la première fois qu'ils travailleront ensemble. Nous, ça nous rend service et vous, ça vous fait une étude de faisabilité. Donc là aussi, une expérience intéressante, créer du win-win, du gagnant-gagnant. Ce n'est pas parce que votre idée est fantastique que tout le monde va vous aider. Non, il faut que chacun ait un avantage à vous aider. Donc, l'étude de faisabilité a commencé sous la direction d'André Borschberg, qui a été choisi par les PFL. C'est comme ça que j'ai rencontré André. Et au bout de 9 mois, qu'est-ce qu'on avait? Le temps d'une gestation et les plans d'un avion. On savait qu'il fallait 72 mètres d'envergure,
que l'avion ne pouvait pas faire plus que 2300 kg, c'est le poids d'une voiture familiale, et que la puissance à disposition était celle d'un scooter. À ce moment-là, j'ai tout de suite dit au patron de l'EPFL, je lui ai dit, il faut organiser tout de suite une conférence de presse pour annoncer qu'on va construire cet avion et faire le tour du monde. Et là, il me regarde, il me dit, attends Bertrand, ok, calme-toi, tu ne crois pas que c'est un peu trop tôt? On n'a rien du tout. On sait comment cet avion doit être, mais on ne sait pas comment le construire, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'équipe, on n'a pas de technologie. Et j'aurais dit, peut-être, mais si on ne fait pas la conférence de presse maintenant, on ne fera jamais ce projet. Parce que qu'est-ce qui va se passer? On va retourner demain dans un petit bureau à essayer de résoudre tous les problèmes, on aura beaucoup trop de problèmes et on va abandonner. Et c'est facile d'abandonner quand personne ne sait ce que vous êtes en train de faire. C'est même tentant d'abandonner. Alors que si le monde entier sait ce que vous faites, vous ne pouvez plus abandonner. Alors on a fait la conférence de presse. Le soir même, il y avait l'image de l'artiste qui passait en boucle sur CNN. J'ai regardé André et je lui ai dit, on est condamné à avancer. Et en fait, c'est une expérience qui est vraiment intéressante. Il faut brûler les ponts derrière soi pour être sûr d'avancer, parce que c'est tellement facile de faire marche arrière. Donc on s'est mis au travail, et on s'est mis au travail avec un autre état d'esprit que ce qu'on a d'habitude. L'état d'esprit, ce n'est pas parce que l'idée est géniale qu'on est génial soi-même. Pas du tout. On ne peut pas être génial tout seul. Ce qu'il faut, c'est travailler avec des gens qui sont complètement différents, de manière à ce qu'ensemble, l'équipe puisse devenir géniale. Et André Borschberg, que j'avais appris à connaître pendant cette étude de faisabilité, était quelqu'un avec qui je n'étais jamais d'accord, et lui n'était jamais d'accord avec moi. Et c'est ça qui a créé notre amitié. Lui est un pilote de chasse, moi je suis un pilote de ballon. Il est ingénieur, je suis psychiatre. On ne peut pas être plus différents l'un de l'autre. Mais ensemble, on pouvait trouver des solutions qu'aucun de nous deux n'aurait trouvées tout seul. Quand on est semblable, ça donne 1 + 1 = 1. Quand on est complètement différent et qu'on accepte ces différences, qu'on joue avec ces différences, on arrive à 1 + 1 = 3. C'était son expérience qui n'était pas suffisante, mon expérience qui n'était pas suffisante non plus, et notre expérience à nous deux, ce qu'on construisait comme nouvelle solution, comme créativité, qui, elle, devenait suffisante. Et c'était passionnant parce qu'on voyait bien que la tentation, c'était d'essayer de se battre contre l'autre pour être meilleur que l'autre, alors que ce qu'on a réussi à faire, c'est à se battre contre nous-mêmes pour être meilleur que nous-mêmes. Et on s'est comme ça poussé, stimulé, tiré, avec quelques étincelles de temps en temps, mais dans l'énergie, il faut des étincelles, parce que quand vous avez les deux pôles des batteries qui sont identiques, ça s'appelle une batterie plate et on la recycle, c'est pas ça qui vous donne de l'énergie. Il faut créer des courts-circuits de temps en temps entre les pôles positifs et négatifs, et ça a super bien marché entre nous, surtout que toute l'équipe a pu être construite sur ce même principe, avec des gens complètement différents, d'horizons différents, qui arrivaient à combiner leurs expériences pour trouver des solutions qui étaient complètement révolutionnaires. Alors, ça nous a permis d'avancer comme ça pendant 3 ans, jusqu'au moment où nous avons obtenu une maquette de 3 mètres, un petit modèle réduit de Solar Impulse en plastique. Et là, on était très fiers et très naïfs, parce qu'on a pensé que toute l'industrie aéronautique se battrait pour avoir le droit de construire l'avion. Et évidemment pas. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit, votre truc, c'est complètement ridicule, pour ne pas utiliser un autre mot, et ça c'est pour ceux qui nous ont répondu, parce qu'il y en a qui n'ont même pas répondu. Et ils nous ont dit, il faut 5 minutes pour calculer qu'il n'y a jamais assez d'énergie avec le soleil pour faire voler un avion. Et ça, c'est exactement la manière de penser qui détruit notre monde. Il faut toujours plus, toujours produire davantage. Et si on ne peut pas produire davantage d'énergie, eh bien, c'est que le projet ne peut pas marcher. On est dans un système comme un être humain dans une baignoire avec une fuite. Et au lieu de colmater la fuite, on fait quoi? On ouvre le robinet tout grand pour ajouter de l'eau. C'est évident que s'il n'y a pas assez d'énergie pour faire voler un avion solaire avec le soleil, eh bien, il ne faut pas augmenter la force du soleil parce qu'on n'arrive pas à le faire. Il faut simplement diminuer la consommation de l'avion pour le rendre plus efficient. Et c'est pour ça qu'il fallait ces ailes de 72 mètres, c'est pour ça qu'il fallait ce poids plume, c'est pour ça que tous les systèmes étaient optimisés. C'est simplement qu'il fallait faire voler un avion avec ce que le soleil nous donnait comme énergie et simplement pas plus.
Donc au début, c'est vrai que quand tout le monde riait de nos ailes immenses en disant que jamais un avion n'avait eu des ailes si grandes pour un poids si faible, qu'on était en dehors de tous les domaines de vol qui avaient existé, on s'est un peu senti comme Dumbo. Vous savez, Dumbo, ce pauvre petit éléphant avec des oreilles tellement immenses qu'elles traînaient par terre et tout le monde qui se moquait de lui, comme nous avec nos ailes de 72 mètres sur notre maquette. Mais il faut accepter de passer par là. Et tous ceux, et il y en a ici dans cette salle qui tiennent des stands en montrant des projets révolutionnaires qui font rêver et qui font aussi forcément critiquer tous les sceptiques, rappelez-vous que ça, c'est un passage obligé. Se sentir humilié comme Dumbo, ça montre simplement que vous êtes sur la bonne voie. Parce que Dumbo, il ne faut pas oublier, grâce à son handicap, a pu déployer ses oreilles pour voler. Et en fait, c'est grâce à son handicap qu'il est devenu le héros du cirque. Donc nous, on a dû faire exactement la même chose. On a dû déployer nos ailes, et pour ça, d'abord, il fallait les construire. Alors, Raphaël sait à quel point c'est difficile de construire des ailes d'avions solaires. On a cassé les nôtres au premier test, lui a cassé les siennes au premier test également. Pourquoi c'est tellement difficile? Mais parce que, proportionnellement à la taille, l'aile, enfin toute la structure de Solar Impulse devait être 10 fois plus légère que n'importe quel planeur de super compétition. Et pas 10%, 10 fois plus légère. Donc c'est clair que l'industrie aéronautique pensait que c'était complètement impossible. Tous les spécialistes savaient que c'était impossible. Heureusement que nous, on n'était pas spécialistes, parce que ça fait qu'on ne savait pas que c'était impossible. Et on a été trouver quelqu'un d'autre qui ne savait pas que c'était impossible. C'est un chantier naval. Le chantier naval qui avait construit les coques d'Alinghi, qui a gagné 2 fois la Coupe de l'Amérique pour la Suisse. Alors c'est sûr que si vous avez un pays qui n'a pas d'accès à la mer et qui gagne 2 fois la Coupe de l'Amérique, c'est que le constructeur doit être vraiment bon. Donc on voulait ce constructeur-là. On a été le voir, Bertrand Cardis, au chantier Décision, et il nous a reçus en nous disant « Mais moi, je vous construis votre avion aussi léger que vous voulez, je sais utiliser la fibre de carbone, c'est élémentaire. Mais par contre, je ne peux pas travailler avec vos ingénieurs qui ne savent pas utiliser de la fibre de carbone. » Bon, avec André, on est retourné vers notre équipe. Notre équipe nous a dit « Vous êtes fous, quoi, on ne peut pas travailler avec un chantier naval qui n'a jamais construit un avion. » Et ça, c'était André, qui était chargé de diriger la construction de Solar Impulse. Et il lui a fallu 2 ans pour créer le 1 + 1 = 3 entre le chantier naval et notre équipe. Et ça a donné un magnifique bébé, Solar Impulse. Alors, tout le monde sait qu'un projet comme ça, ça se réussit autant par le fundraising que par la technologie. Et on peut faire toute une conférence sur le fundraising. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'on avait 170 millions de budget pour 15 ans. Et au début, je me suis dit, c'est beaucoup d'argent. Et ensuite, j'ai vu qu'un transfert de joueurs de football du Barça au PSG, c'était 220 millions. Et je me suis senti tellement ridicule avec mes 170 millions, après coup, en me disant, mais je ne vaux même pas les 3/4 d'un joueur de foot. Mais toujours est-il que sur le moment, c'était quand même pas mal d'argent à trouver. Et évidemment, l'industrie aéronautique n'était pas du tout intéressée par ça. Alors, je crois que j'ai fait une erreur au départ. J'aurais dû coller gratuitement les logos de tous les constructeurs aéronautiques et de toutes les compagnies aériennes sur les ailes et sur le fuselage de Solar Impulse, gratuitement. Ils m'auraient payé des fortunes pour enlever leur nom. Parce qu'ils avaient beaucoup trop peur qu'on s'écrase et qu'on abîme leur réputation. Donc en fait, qui c'est qui est venu? C'est l'industrie chimique, l'engineering, ascenseurs, assurance avec Swiss Re Corporate Solutions, des ascenseurs, des télécommunications, Google, Champagne, Wait and See. Bon, ça, j'avoue que c'était plus pour l'équipe que pour l'avion. Mais toujours est-il qu'au début, j'étais quand même un peu déçu de ne pas arriver à trouver du sponsoring parmi les spécialistes ou de l'énergie ou de l'aviation. Jusqu'à ce que je me rappelle que ce n'a jamais été les fabricants des meilleures bougies qui ont inventé l'ampoule électrique. C'est des gens complètement différents. Et dans la mobilité électrique, c'est exactement ce qui s'est passé. Les premières voitures électriques qui ont eu du succès n'ont pas été fabriquées par des constructeurs automobiles,
mais par un milliardaire d'Internet qui n'avait aucune idée comment faire une voiture. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce qu'il connaissait, l'écran d'ordinateur, et il a construit la Tesla autour de son écran. Et ça a donné un tel succès que maintenant l'industrie automobile est en train de courir derrière Tesla pour prendre des parts de marché. Alors certains y arrivent bien, mais il a fallu un intervenant extérieur au système pour amener l'innovation. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, parce que ça devrait quand même nous interroger. Chaque fois qu'on est spécialisé dans un domaine, on risque de perdre l'esprit d'innovation. On risque de perdre cette étincelle dans le cœur dont je vous parlais tout au début, qui nous donne envie de nous évader, qui nous donne envie de nous transcender, qui nous donne envie d'inventer, et finalement pas seulement d'inventer des technologies, mais d'inventer un monde différent et un futur meilleur. Donc tout ce qu'on nous apprend à l'école, à l'université, dans nos apprentissages, tout ce qu'on apprend dans la vie, qui nous pousse à aller en ligne droite, est un handicap. À l'école, on nous apprend tout ce qui est scientifiquement prouvé, alors qu'on devrait nous apprendre les points d'interrogation, les doutes et les mystères de la vie, en nous disant « on n'a pas de réponse, donc c'est à vous d'essayer d'en trouver ». Moi, c'est comme ça que j'ai été éduqué. J'avais le droit de poser toutes les questions que je voulais. De temps en temps, mes parents me disaient « je ne sais pas ». C'est fantastique de dire à un enfant « je ne sais pas ». Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à découvrir. Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à inventer. Donc, on peut fabriquer des pionniers avec ce type d'éducation plutôt que de fabriquer des ordinateurs humains, des robots humains qui automatiquement restituent ce pour quoi on les a programmés. Alors, quand on va en ligne droite comme ça, eh bien, on se dit qu'on ne peut pas faire autrement. On se dit qu'on doit continuer à polluer, que la mobilité électrique n'existera jamais, que le développement durable est un leurre, qu'on doit continuer sur la voie d'une croissance illimitée qui nous amène dans le chaos environnemental. Alors qu'en fait, on pourrait regarder à gauche et à droite et se dire qu'il y a d'autres manières de penser. Et c'est sûr que chaque fois qu'on va en ligne droite, on risque de s'écraser dans un obstacle. Et quand on s'écrase dans l'obstacle, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, mais pourquoi est-ce que la vie est aussi cruelle avec moi, au lieu de se demander pourquoi on n'est pas prêt pour la vie? Alors comment on peut se préparer à la vie? En voyant que ce n'est pas une direction la vie, c'est des milliers de directions différentes. C'est toutes les directions différentes. C'est toutes les manières de penser, c'est toutes les réalités. Ici, vous êtes focalisé sur cet écran en vous disant la réalité c'est ça, mais la réalité c'est pas ça, la réalité c'est l'autre écran qui est blanc, c'est les murs là-bas avec les petites alvéoles pour absorber le son et donner une meilleure acoustique, c'est 200 personnes dans une salle avec des chaises, c'est des haut-parleurs, c'est un bar vide là-bas, et puis c'est tout ce qui est autour de cet hôtel, c'est tout ce qui est autour de Saint-Tropez, c'est le monde, c'est le cosmos, c'est l'univers, c'est des milliards d'étoiles, c'est ça la réalité. Donc il faut apprendre à dézoomer. Il faut apprendre à dézoomer. Et il faut apprendre non seulement à être un pionnier qui ouvre des nouvelles voies, mais il faut être un explorateur qui accepte de chercher parmi toutes ces voies-là, toutes ces directions-là, laquelle va être la meilleure, avec forcément le risque de rater. Mais qu'est-ce qui est grave? C'est de rater ou de ne pas essayer. Imaginez-vous à la fin de votre vie, vous vous dites « je n'ai jamais rien raté ». Mais j'ai jamais rien essayé, j'ai jamais pris de risque, j'ai jamais pris d'initiative. C'est ça qu'on veut? Ou bien alors on va se retourner sur sa vie en se disant j'ai raté pas mal de trucs, mais j'ai tout essayé. Et ça m'a fait réussir aussi certaines choses. Forcément, c'est comme ça qu'on devrait avancer. Alors, une autre manière d'expliquer ça, qui est peut-être un peu intellectuelle ou peut-être un peu provocateur, c'est la métaphore du vol en ballon. Moi, je ne peux pas me passer de cette métaphore qui est devenu un de mes axes de vie. En fait, le ballon, ce n'est pas un sport, le ballon, c'est une philosophie. Imaginez-vous que vous êtes poussé par le vent, à la vitesse du vent, dans la direction du vent, comme un bouchon sur une rivière. Donc, vous êtes totalement prisonnier du vent qui vous pousse. Et vous pouvez pleurer, crier, taper du pied ou prier, ça ne changera rien. Juste rien. La seule chose qui peut vous faire changer de direction, c'est vous rappeler que l'atmosphère est faite de couches météorologiques très différentes qui ont toute une autre direction et une autre vitesse. En d'autres termes, si vous voulez aller plus à gauche ou plus à droite, vous devez voler plus haut ou plus bas. Et là, tout à coup, vous n'êtes plus sur la ligne droite qui vous maintient prisonnier, vous êtes en 3 dimensions
dans une autre manière de comprendre le monde. Mais pour ça, c'est clair qu'il faut comprendre qu'il faut faire un effort. Vous devez changer d'altitude si vous voulez changer de trajectoire. Et je pense que dans la vie, c'est exactement comme dans le ballon. Dans la vie, on est emmené vers l'inconnu par les vents de la vie, par tout ce qu'on ne contrôle pas, tout ce qu'on ne maîtrise pas, toute cette imprédictibilité, tout ce qui menace notre confort, tout ce qui menace nos certitudes. Ça peut être les décisions politiques, ça peut être les crises économiques, les krachs boursiers, ça peut être l'amour, ça peut être les ruptures, ça peut être les succès, les maladies, les accidents. Tout ce qu'on ne maîtrise pas, finalement, est un courant qui nous emmène vers l'inconnu. Et là aussi, si on veut retrouver un peu de responsabilité créatrice et de liberté, il faut être capable de changer d'altitude, psychologiquement, philosophiquement, spirituellement aussi, bien sûr, de manière à capter d'autres influences, d'autres courants de pensée, d'autres stratégies, d'autres réponses qui vont forcément réorienter notre vie d'une autre manière. Jusque-là, c'est un peu poétique et assez peu concret, hein, je vous l'accorde. On change d'altitude pour avoir une autre vision du monde. Okay, on fait quoi le matin en se levant si on veut être plus créatif ou plus performant? Il faut déjà comprendre comment fonctionne un ballon. Si vous voulez changer d'altitude dans un ballon, vous devez lâcher du lest. Vous devez lâcher du poids. Donc ça peut être des bouteilles vides de propane, ça peut être des sacs de sable, ça peut être des réserves de nourriture ou d'eau. Si possible, au-dessus de zones non peuplées, c'est nettement préférable. Mais ce que je veux dire, c'est que chaque fois que vous lâchez quelques kilos, vous montez de quelques mètres. Et depuis le moment du décollage jusqu'à l'altitude maximale, vous monitorez dans votre carnet de bord, pour chaque altitude, chaque couche d'altitude, quelle est la direction que vous donne votre GPS. Et quand vous arrivez à l'altitude maximale, pour la première fois de votre vie, vous avez une prédiction absolument fiable et crédible du futur. Vous savez exactement à quelle altitude vous positionnez pour avoir une direction donnée. Donc ensuite, en fonction de là où vous voulez aller, vous faites redescendre votre ballon, vous le positionnez à la bonne altitude et vous avez la bonne trajectoire. Dans la vie, pourquoi on ne fait pas ça? On ne fait pas ça parce que tout le lest qu'on a à disposition, on le garde à bord au lieu de le jeter par-dessus bord. Notre lest, c'est quoi? C'est des certitudes, de la sécurité, des habitudes, des croyances, des convictions, des points d'exclamation, des paradigmes, des dogmes, tout ce à quoi on s'accroche chaque fois que la situation nous déséquilibre et nous déstabilise. Je ne sais pas si vous avez remarqué que dès que l'être humain est en période de crise, il se raccroche systématiquement à ce qu'il a fait avant et c'est justement ça qui l'a mis en crise. Donc finalement, on entretient des boucles de rétroaction où on se remet en crise périodiquement en gardant les mêmes comportements. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de voir ce qu'il y a à changer dans nos certitudes, de manière à pouvoir avoir des autres trajectoires. Alors, comment on le fait concrètement? Mais je crois que concrètement, ce qui est vraiment intéressant, c'est chaque fois qu'on doit prendre une décision, chaque fois qu'on doit répondre à une sollicitation ou à une question, comprendre que notre première réaction, notre première réponse, ce n'est pas du tout l'intuition. On croit que c'est l'intuition, ce n'est pas de l'intuition. C'est du conditionnement. C'est simplement le fait qu'on a pressé sur le bouton de l'ordinateur qui restitue ce pourquoi il a été programmé. Si on veut introduire de la conscience, si on veut introduire de l'intuition, si on veut devenir créatif, il faut prendre conscience de cette première réaction et de se dire « qu'est-ce qui se passerait si je faisais l'inverse ?» Et là, au lieu de partir dans une direction qui est toujours la même, comme sur la route qui s'écrase dans Monument Valley, vous dites « et puis de l'autre côté, il y aurait quoi ?» Alors, ce n'est pas forcément mieux l'inverse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'entre les deux extrêmes, vous avez des milliers de solutions différentes. Et l'une d'elles est forcément meilleure que celle que vous aviez au début. Alors, quand je vous dis ça comme ça, peut-être vous vous dites « ouais, mais moi je fais toujours ça, moi je pense à tout, je prévois tout ». Bon, alors, petit exercice. Aux prochaines élections, il faut voter à gauche ou à droite. Il faut soutenir Israël ou la Palestine? Il faut réintroduire la peine de mort ou non? Il faut continuer sur la croissance illimitée au risque de détruire l'environnement ou il faut partir dans la décroissance? Est-ce qu'on va réintroduire est-ce qu'on va légaliser la vente de drogue à l'école?
On peut aller très très loin dans toutes ces provocations. Mais chaque fois que vous vous dites, ou que vous me dites, absolument oui ou absolument non, vous n'avez aucune liberté. Vous êtes dans l'automatisation. Mais chaque fois que vous vous dites, tiens, c'est curieux, jusqu'à maintenant, j'aurais plutôt dit qu'il fallait faire comme ça, mais je pourrais essayer de comprendre le point de vue de ceux qui pensent autrement. Je pourrais essayer de voir ce que donnerait ma vie si je prenais une autre direction, avec une autre manière de penser. Et si vous êtes capable de faire ça, votre vie devient un feu d'artifice. C'est un feu d'artifice où pour chaque point, vous avez toutes les directions possibles. Donc c'est quoi finalement la créativité, la performance, l'invention, l'esprit de pionnier, l'entrepreneuriat, la gestion de crise, l'art? C'est simplement quand on explore cet axe vertical et qu'on essaye toutes les manières de penser et qu'on regarde où elles nous poussent. Et ensuite, on retient celles qui nous poussent dans la bonne direction. Alors, chaque fois, quand on aborde le moment des questions-réponses, il y a toujours quelqu'un qui me dit « Ouais, mais est-ce que ça veut dire qu'on doit passer toutes nos valeurs morales par-dessus bord ?» Non, je ne dis pas qu'on doit passer toutes nos valeurs morales, mais je dis qu'on doit être prêt à les passer par-dessus bord. C'est-à-dire qu'on ne doit pas garder nos valeurs morales parce qu'elles nous ont été inculquées ou que c'est comme ça qu'il faut faire, mais il faut garder les valeurs morales parce que, après s'être demandé si on allait faire autrement, peut-être qu'on a envie de revenir à quelque chose auquel on tient beaucoup. Et il y a des tas de choses auxquelles on tient qui sont peut-être très bonnes, mais on ne peut en prendre conscience et on ne peut que décider de les garder si on a envisagé de les abandonner. Et à ce moment-là, ça devient vraiment à nous, plutôt qu'être quelque chose qu'on nous a déposé en nous, presque à notre corps défendant. Dans la protection de l'environnement, on peut raisonner exactement de la même façon. Depuis 50 ans, le paradigme, c'était quoi? C'était que la protection de l'environnement nécessite des sacrifices, nécessite beaucoup de subventions, que c'est ennuyeux, que c'est cher, et le résultat, c'est qu'on en est là où on en est aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait essayer de changer le paradigme et de voir ce que ça donne? Si la protection de l'environnement devient rentable et enthousiasmante, et qu'on ne demande pas à la population de faire des sacrifices, mais qu'on leur offre au contraire des avantages. Ce qu'a montré mon ami Jean-Louis Borloo pendant quelques années. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça encore. Et toutes ces notions-là, j'y ai beaucoup réfléchi pendant que je traversais les océans avec Solar Impulse. Vous imaginez ce que c'est comme expérience d'être dans un avion qui n'a pas besoin d'atterrir? Si on atterrissait, c'était uniquement pour changer de pilote, parce qu'on s'était promis avec André Borschberg qu'on allait partager les vols, étant donné qu'il n'y avait qu'un seul siège dans l'avion, ou alors qu'il y avait du mauvais temps devant nous, il fallait atterrir pour laisser le mauvais temps s'écarter et redécoller par beau temps. Mais autrement, il n'y avait pas besoin d'atterrir. Donc vous volez dans cet avion plusieurs jours, plusieurs nuits de suite, vous regardez le soleil, vous vous dites « c'est ma seule source d'énergie ». Et c'est ça qui fait tourner mes moteurs. Et quand vous regardez à gauche et à droite du cockpit, vous voyez des grandes hélices qui tournent, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de carburant. Et là, il y a un moment où vous vous dites « Waouh, c'est super, je suis dans le futur. Je suis dans un film de science-fiction, c'est complètement irréel. » Et en fait, pas du tout. C'est pas irréel, c'est pas de la science-fiction et c'est pas le futur. C'est ce que les technologies d'aujourd'hui permettent aujourd'hui. C'est totalement réel. Et à partir de là, vous comprenez que c'est le reste du monde qui est dans le passé. C'est pour ça que c'était atroce quand on devait atterrir, pour changer de pilote ou parce que la météo était mauvaise. C'était atroce d'atterrir. Vous ouvrez la porte et vous débarquez où? Vous débarquez dans un monde qui a encore des moteurs à combustion qui ont 27% de rendement, alors que le moteur électrique a 97% de rendement. Donc 3/4 de l'essence dans le réservoir est totalement perdu par l'inefficience du système. Vous débarquez dans un monde où les maisons sont des passoires thermiques, où tout ce que vous chauffez ou refroidissez passe dehors, où les systèmes de chauffage, de refroidissement, d'éclairage sont totalement archaïques, où vous avez le stupid grid par rapport au smart grid, où vous avez des processus industriels démodés, des manières polluantes de produire de l'électricité avec des énergies fossiles, et on en est fier. On croit qu'on est moderne parce qu'on a le dernier smartphone,
et on utilise tout le reste qui sont des technologies qui datent de 1880 au début de l'ère pétrolière. Voilà dans quoi on vit. Donc quand on dit qu'il faut faire un saut dans le futur, non, moi je dis qu'il faut déjà faire un saut dans le présent. C'est-à-dire qu'il faut déjà moderniser tout ce que nous utilisons, parce que c'est ça qui est la source de pollution principale. Alors les Verts nous disent c'est notre mode de vie qui pollue. Je ne dis pas que notre mode de vie ne pollue pas, mais ce que je dis, c'est que ce qui pollue le plus, c'est le fait que la plus grande partie de l'énergie qui est produite est gaspillée, que la plus grande partie des ressources naturelles qui sont extraites sont gaspillées, et qu'on se trouve dans une situation totalement aberrante, où on est en train de détruire le capital nature, le capital humain, le capital environnement, le capital naturel, des ressources naturelles, au lieu de faire croître ce capital. Alors on croit qu'on est capitaliste, mais on n'est pas capitaliste. Le capitalisme, il est là pour faire croître un capital. Nous, on le détruit. Donc on est dans le crétinisme, on est dans le short-termisme, on est dans toutes sortes de mots en isme qui sont tous plus stupides les uns que les autres, mais voilà dans quoi on est. Alors, quand nous avons terminé notre tour du monde avec André, quand j'ai atterri à Abu Dhabi, on a fait la photo avec l'équipe forcément, mais ce qui est le plus important, c'est le « Take it further », le panneau qu'on a mis devant l'équipe. Et ça rappelle que quand on travaille pour un succès, le succès ne doit pas être un but en tant que tel. Et ça, c'est aussi quelque chose pour tous les jeunes entrepreneurs. Ne croyez pas que le succès, c'est simplement quand vous avez atteint le but que vous êtes donné sur le plan du développement de votre start-up. Le succès, c'est ce qui permet de monter sur la marche suivante, pour lancer le projet suivant, pour voir un peu plus haut, pour avoir un peu plus de dégagement, pour changer d'altitude, pour avoir plus de crédibilité, plus de visibilité, peut-être plus de gens qui vont vous prendre au sérieux, pour que vous puissiez aller encore beaucoup plus loin. Et ce Take It Further, pour nous, avec la Fondation Solar Impulse, ça a été le lancement du challenge des 1000 solutions. On s'est dit qu'il y avait des solutions partout dans le monde, déjà aujourd'hui, pour en tout cas diviser par 2 les émissions de gaz carbonique et diviser par 2 la pollution ambiante. Mais ces solutions, elles sont ou bien cachées dans des startups que personne ne connaît, ou alors c'est des produits de grandes entreprises, mais on croit que c'est de la pub, on croit que c'est du marketing, et on ne comprend pas que c'est quelque chose de bien réel qu'on pourrait utiliser. Ce qui veut dire qu'on n'a pas du tout accès aux solutions qui nous permettent d'évoluer, et les réglementations sont complètement archaïques, parce qu'elles nous permettent encore de polluer comme ce que les technologies anciennes nous avaient habitués à faire, au lieu de modifier ces standards environnementaux, ces réglementations énergétiques, pour nous obliger à utiliser les technologies actuelles. Alors, moi, je suis parti de l'idée que si on arrivait à avoir 1000 solutions qui soient crédibles, donc déjà existantes et commercialisables, qu'elles soient capables de protéger l'environnement et qu'elles soient rentables pour ceux qui les produisent et pour ceux qui les utilisent, on a un bras de levier extraordinaire pour permettre aux chefs d'État de concrètement atteindre les buts auxquels ils s'engagent. Parce que c'est très simple de donner un but. C'est beaucoup plus difficile de l'atteindre. Quand vous voyez que Theresa May, première ministre anglaise, enfin britannique, a attendu le jour avant sa démission pour annoncer que l'Angleterre serait zéro carbone en 2050, ça montre bien à quel point c'est facile de remettre la patate chaude au suivant. Mais quand elle pensait rester quelques années en place, jamais elle se serait engagée à ça. Donc il faut permettre à tous ces lanceurs d'objectifs et de buts d'avoir les moyens de leurs ambitions. Donc le troisième tour du monde, ça va être un tour du monde avec ce portfolio des 1000 solutions pour aller frapper à la porte de tous les gouvernements et de tous les chefs d'État et leur montrer quels sont les outils existants qui leur permettront d'avoir des politiques environnementales et énergétiques beaucoup plus ambitieuses. Et c'est comme ça pour tout. Si on est capable de tirer l'innovation avec des réglementations beaucoup plus adéquates et beaucoup plus actuelles, eh bien on permettra à des startups de se développer, d'avoir de la création d'emplois, d'avoir du profit, et on arrive dans une croissance qualitative. Et c'est ça qui me passionne. C'est qu'on sort de ce dilemme entre la décroissance qui amène au chaos social et la croissance actuelle qui amène au chaos environnemental. Les deux nous amènent nulle part, ou nous amènent dans la catastrophe. La croissance qualitative, c'est le marché industriel du siècle. C'est ce qui permet de remplacer ce qui pollue par son inefficience en quelque chose d'efficient qui protège l'environnement. C'est le marché du siècle.
Et je pense que ce qu'il faut, c'est arriver à parler le langage de ceux qu'on veut convaincre pour leur montrer que finalement, même si les changements climatiques n'existaient pas, ce serait totalement logique, autant qu'écologique, de faire cette démarche-là. Alors ensuite, cet état d'esprit-là, vous pouvez l'appliquer à tout. On peut très facilement dire « c'est impossible, ça ne marchera pas », et on peut très facilement dire « ça marchera, c'est facile ». Qu'est-ce qui va distinguer l'un de l'autre? Mais c'est la capacité à passer justement du rêve à la réalité. C'est la capacité à réaliser l'impossible avec d'autres manières de penser, en changeant de paradigme. Un des exemples de changement de paradigme dans la mobilité, c'est de comprendre qu'une voiture électrique, ce n'est pas une voiture avec une batterie. Une voiture électrique, c'est une batterie avec des roues, ce qui est complètement différent. Parce que si vous voulez avoir une mobilité électrique uniquement pour rouler les quelques minutes ou quelques quarts d'heure par jour, ça ne vaut pas les mines de cobalt et de lithium qui sont exploitées dans le monde. Par contre, si votre voiture électrique est une batterie avec des roues, pendant les 90% où elle ne roule pas, elle est là pour tamponner le réseau. Elle est là pour participer au smart grid. Il n'y a plus besoin de mettre des batteries dans les caves des maisons. Il n'y a plus besoin dans les villes d'avoir des grands centres de stockage énergétique. Chaque conducteur de voiture ou chaque propriétaire de voiture électrique participe au bien commun en ayant une batterie qui va accumuler l'énergie quand il y a assez de soleil ou assez d'électricité ou assez de vent et qui va restituer cette énergie au réseau dans les pics de consommation. Et pour maintenir un pic de consommation, la plupart des pays doivent produire 100% de ce pic de consommation 24 heures par jour, parce que vous ne pouvez pas couper une centrale nucléaire ou couper une centrale au charbon quand on n'a pas besoin d'énergie. Ce qui veut dire qu'il y a un quart d'énergie produite qui est gaspillée, en dehors de ces pics de consommation. Et on peut diminuer d'à peu près d'un quart les besoins de production énergétique d'un pays si tout le monde a une voiture électrique et participe à ce stockage délocalisé et décentralisé. Donc on voit que chaque fois qu'on a une vision qui nous empêche d'aller plus loin, il faut voir quel est le changement de paradigme qui nous permet d'avancer. Et en résumé, ce slide, je pense, résume tout. En fait, j'aurais pu vous montrer que ça, mais je pense qu'il a fallu 1 heure avant d'y arriver pour que vous compreniez ce que c'est. C'est un hublot de Breitling Orbiter 3 pendant le tour du monde, il y a 20 ans. Le hublot est givré par l'humidité de la nuit, et de l'autre côté, il y a un lever de soleil. Mais on ne verra jamais le lever de soleil si on n'a pas traversé la glace d'abord. Et il y a tellement de gens qui ont peur de traverser la glace. On a tout le temps de la glace dans notre vie. On a tout le temps des problèmes, des peurs, des angoisses, des réticences, des résistances. On n'a pas envie d'avancer. Parce qu'on se dit, le problème est trop gros. Alors qu'est-ce qu'on fait? On préfère souffrir dans la glace qu'on connaît plutôt que de prendre le risque de traverser la glace pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Donc chaque fois que vous aurez des problèmes, chaque fois que vous aurez des doutes, vous pourrez peut-être vous rappeler que c'est un moment privilégié, même s'il n'est pas forcément très agréable, c'est un moment privilégié qui nous oblige à lâcher du lest, qui nous oblige à changer d'altitude. Parce qu'un problème qu'on refuse, ça devient une crise. Alors qu'un problème qu'on accepte, ça devient une aventure. Et c'est à nous, c'est à chacun de nous, de savoir si les difficultés de la vie, on veut les transformer en crise ou en aventure. Si on veut se dire que la vie est là pour nous détruire et nous empêcher d'avancer, ou bien au contraire, si la vie est là pour nous stimuler à trouver des nouvelles solutions, des nouvelles opportunités. Et c'est clair qu'aujourd'hui, dans l'humanité en général, c'est le moment le plus crucial pour se poser cette question. Parce que l'humanité, jusqu'à maintenant, n'a jamais été capable de s'autodétruire. Maintenant, elle est capable de s'autodétruire. Donc c'est le moment de se demander ce qu'il y a de l'autre côté de la glace qui nous permet d'avancer autrement, mieux, vers un futur différent qu'on serait capable d'inventer nous-mêmes. Bonne chance à tous.